Le MAPAQ et la Financière agricole du Québec ont à cœur la réussite de la relève agricole. C'est pourquoi ils soutiennent les jeunes dans leurs projets de démarrage ou d'établissement. Les conseillers du MAPAQ sont là pour cibler les besoins et diriger vers les services conseils appropriés, et ceux de la Financière agricole sont des experts en matière de financement et d'assurance. Grâce au programme d'appui financier à la relève, une aide pouvant atteindre 50 000 $ est disponible. En agriculture, les défis sont grands, mais notre volonté commune de soutenir la relève l'est tout autant. Vous désirez démarrer une entreprise, faire une relève d'entreprise? Consultez le CLD de votre territoire. Vous profiterez de l'accompagnement et d'une aide technique au plan d'affaires, ainsi qu'à la recherche de financement et d'un suivi personnalisé à la réussite de votre croissance. La Fédération de l'UPA de la Capitale-Nationale Côte-Nord et ses syndicats locaux sont fiers de soutenir le dynamisme et la diversité agricole de la région. Desjardins Entreprises tient à souligner l'apport des producteurs agricoles dans le développement régional. Le comité établissement transfert de la relève agricole est fier de chapeauter le projet de mobilisation afin d'accompagner les jeunes producteurs de la Capitale-Nationale. Le service de fiscalité et de comptabilité de la Fédération de l'UPA de la Capitale-Nationale Côte-Nord est heureux d'appuyer la réalisation de cette série agricole. Bonjour tout le monde, bienvenue à La Voix agricole. Cette semaine, on parle de la production acéricole. Et comme vous le savez, la production cette année a commencé sur le tard. Nous sommes aujourd'hui le 2 avril pour tourner cette émission. Mais c'est pas grave, les érablières commencent à couler à peine, mais notre contenu est quand même bien présent. Pour ce faire, on rencontre Sylvain Houde du côté de Saint-Basile et également notre relève agricole de la semaine, Karine Douville de Saint-Hubald. Sur ce, je vous souhaite une bonne émission. Si on demande à un étranger quel est le produit le plus emblématique du Québec, il y a de fortes chances qu'il réponde le sirop d'érable. Et ça fait longtemps que ça fait partie des meubles, on pourrait dire, au Québec, parce que c'est un aliment qui remonte vraiment au tout début de la colonisation, lui aussi. En fait, les Amérindiens avaient quand même la pratique de récolter l'eau d'érable, sauf qu'ils ne la faisaient pas bouillir, ils la consommaient telle qu'elle pour ses propriétés curatives notamment et nutritives. Les Français, en voyant cette eau d'érable, ont eu l'idée de la faire bouillir pour en concentrer les sucres. C'est ce qui a donné justement le fameux sirop et tous ses dérivés qui sont encore tellement appréciés de nos jours. La bonne vieille cabane à sucre, comme on la connaît, en fait, ça date seulement du début du 20e siècle. Pendant longtemps, ça va demeurer quelque chose d'essentiellement artisanal qu'on va faire à la main, mais évidemment, avec tous les appareillages, les tubulures, l'extraction de l'eau d'érable va être beaucoup plus facile et va rendre la vie beaucoup plus simple aussi aux acériculteurs du Québec au complet. Il faut dire que ça fait tellement partie de notre identité, on pourrait dire nos racines canadiennes-françaises, qu'on va retrouver des cabanes à sucre un peu partout, même à la grandeur du Canada. Et quand on n'a pas suffisamment de sirop, on va en importer du Québec pour pouvoir recréer justement cet élément qui est tellement typique de notre gastronomie et de notre identité de Québécois. Chez nous, chez mon père, on avait une petite érablière. Puis, à un moment donné, quand mon père a pris sa retraite, c'est un de mes frères qui a pris la relève. Ça fait que là, présentement, c'est lui qui s'occupe de la ferme et tout ça. Puis moi, ben, je m'étais dit que si jamais j'avais l'occasion un jour de trouver une petite érablière pour m'amuser, que j'en achèterais une. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Je ne pensais pas que ça allait prendre cette ampleur. On pourrait dire qu'une saison, ça commence l'automne. Aussitôt que les feuilles des arbres sont tombées, bien là, il faut faire les mises à niveau des lignes. Puis une fois que ça est fait, bien là, c'est l'entaillage le printemps, normalement qui commence vers le 15 de février pour être prêt pour les premiers jours de mars. On se lève le matin, puis on check la température, puis si c'est le temps d'aller décoller les pompes, on va décoller la pompe pour faire le vacuum pour que l'eau s'en vienne à la cabane. J'oserais dire que c'est d'avoir un produit égal.
De voir, tu sais, de produire un sirop avec les bons degrés. Puis, il faut porter attention, une attention particulière là-dessus. Bon, c'est d'être présent, puis d'avoir des méthodes de travail précises. Il faut faire une sélection. Tu sais, garder la relève, puis enlever les érables qui ne sont plus productifs, qui sont pratiquement morts. C'est année après année, oui. Faut se promener un peu dans l'érablière, puis essayer de détecter les érables qui sont plus bonnes. Bon, c'est facile à détecter. Quand on se promène dans l'érablière, il s'agit de se lever la tête, de regarder la tête, voir si les feuilles sont belles, s'il n'y a pas de branches mortes. Quand il y a trop de branches mortes ou il n'y a pratiquement plus de feuilles dans l'érable, c'est parce qu'elle est plus bonne. Puis le printemps, quand on entaille, puis qu'on perce, puis on est obligé de percer une dizaine de trous pour trouver une bonne entaille, c'est pas normal. Ça fait qu'à ce moment-là, on met un ruban pour l'identifier comme de quoi qu'elle est plus bonne. Puis à ce moment-là, ça va être quoi? Ça va être à l'été que vous allez aller faire l'abattage de cet arbre-là? Oui, à l'été, une partie l'été puis une partie l'automne. OK. Ouais. Le classique évaporateur, on se doit d'avoir ça. Est-ce qu'il y a différents modèles? Oui, il y a différents modèles. Celui-là, c'est un évaporateur au bois. Ah, OK. Il y en a qui font évaporer avec l'huile, d'autres avec des granules de bois. Puis apparemment qu'il y en a à l'électricité qui s'en viennent, là, qui vont sortir. Ben, c'est un choix un peu qui a été fait vite. Là. OK. Mais étant donné qu'ici, on a du bois en quantité suffisante, fait que c'est une... Vous vous autosuffisez, dans le fond? Oui, oui. Avec le bois? Avec le bois, oui. OK. Mais ça doit faire plus d'ouvrage, sûrement? Ah, c'est sûr que ça fait beaucoup plus d'ouvrage qu'avec des granules ou avec du diesel. Oui, c'est ça. Oui, ça avance vite. Puis il faut... faut se tenir au courant un peu. On remarque qu'avec la fédération, puis tous les organismes, le centre à serre, ils donnent de la formation. Que moi, en tout cas, je me fais un devoir de suivre. Vous trouvez ça important? Oui, je trouve que c'est important. Ils donnent beaucoup de trucs qui sont importants, là, des bonnes applications. C'est surtout la technologie qui a changé. Il y a 14 ans, là, il n'y avait pas cet évaporateur-là ici. C'était un évaporateur qui datait déjà, d'après moi, d'une trentaine d'années qui était là. Ça fait que... Puis on n'avait pas de séparateur non plus. Fait que c'est vraiment les équipements, là... C'est ça. C'est surtout au niveau des équipements là, que ça a changé beaucoup. OK. D'avoir monté ça là, de petit à petit, là, de mes propres mains. Là. Parce que quand j'ai acheté en 2000, il y avait seulement que 2100 entailles d'installer. Il y en avait une partie que j'ai installée tout de suite l'année suivante. Ça fait que l'année suivante, j'ai monté ça à 2500. Et là, on est rendu à? Pas à 2500, à 4500. Okay. Si jamais un jour... la fédération ouvre les contingents. Ben, si j'ai l'opportunité, je peux faire une demande d'augmentation de contingent. Dans ce moment-là, je vais peut-être essayer de développer un peu plus. Ah, comment ça se passe? C'est le matin, ben, c'est on nettoie l'évaporateur, la presse à sirop, puis on allume le feu, puis là, on commence à bouillir. Ça, c'est l'extracteur qui appelle l'eau, toutes les lignes
les tuyaux qui montent dans l'érablière sont reliés à ça ici. Il arrive tout ici? Ça arrive tout ici. OK. Il y a cette pompe-là Ah. qui fait le vacuum. OK. Qui, Ça, c'est... OK, c'est ça. c'est ça. Fait que dans le fond, un coup, ça arrive ici, ça s'en retourne. Avec la pompe qu'il y a en dessous. OK. Aussitôt que ça est rendu à peu près ici, là, aux 3/4, Oui. la pompe décolle, puis elle envoie l'eau en haut, OK. dans les réservoirs. en haut. OK. Dans les séparateurs? Non, dans les réservoirs avant de passer dans le séparateur. OK. OK. Puis elle est poussée en haut avec cette pompe-là. OK. Là, vous avez comme des petites manettes ici. C'est parce que vous pouvez les fermer? Ou... Ben, quand on va décoller, mettons, quand ça va commencer à couler et qu'on va décoller la pompe, là, ça ne veut pas dire nécessairement que tous les tuyaux sont bien étanches. Là. Il peut y avoir des fuites. Ah, OK. Ça fait qu'avec ces valves-là, Ouais. on est capable de détecter sur quelles lignes sont les fuites OK. en les fermant, Ouais. en les ouvrant. Fait qu'après ça, vous Puis avec pouvez... le cadran qu'il y a ici, ben là, on voit si la pression monte ou quelle ligne qui est en problème. OK. Ça arrive souvent, ça, qu'il y a des tuyaux en problème que vous devez aller voir? Ben, en cours de saison, comme là, même que la saison débute, on va tout refaire le tour OK. pour réparer les fuites. OK. Mais C'est plus propice au début, justement. Exactement. Avec, quand ça part. Exactement, là. ouais. OK. Un coup que la saison est bien partie... Une fois que toutes les fuites sont réparées et que la saison est partie après ça, ça peut arriver, là, mettons une tempête de vent, qu'il y a des arbres qui tombent sur les lignes. OK. Là, à ce moment-là, on va les détecter ici. OK. Je crois que ça manque de relève. Ouais. 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 C'est une production qui est en expansion. Puis j'imagine que dans quelques années, il va manquer de relève. C'est un travail qui est dur, puis c'est pas un travail à l'année. Tu sais, c'est comme une entreprise comme ici, ben quelqu'un ne peut pas lâcher sa job pour prendre la relève de ça. Là. Ça fait que ça prend quelqu'un qui a une job un peu adaptée avec ce genre de production-là. C'est ça. J'ai 2 garçons. Avec les jobs qu'ils ont présentement, c'est impossible de y penser. Ça fait que je sais pas. Ben, je pense que le plus grand défi, ce serait plus au niveau de l'agence de vente, d'essayer de vendre plus de produits pour que les producteurs puissent se développer. Plus de mise en marché. Ouais. Ben, c'est une coopérative qui en réalité ramasse le sirop de ses membres, puis elle fait la transformation. OK. Puis pourquoi avoir décidé d'embarquer dans cette coopérative-là? Qu'est-ce qui vous a attiré? Ben, qu'est-ce qui m'a attiré? C'est une coopérative. C'est une façon d'écouler son produit. Mais normalement, un hiver froid, un érable va dégager plus de sucre parce que plus il fait froid, plus elle va dégager du sucre pour se protéger du froid. OK. Ouais. Puis là, est-ce que là, il y a beaucoup de neige quand même, ça? Est-ce que c'est bon pour les érables? Oui, c'est bon, mais l'influence que ça peut avoir, je crois que c'est plus ou moins important. OK. France Lavoie, productrice acéricole, diplômée de Saint-Anselme dans Bellechasse. C'est que dans le fond, nous, on est dans Charlevoix. On fait partie probablement la plus grosse érablière dans le nord du Québec avec, présentement, on a 1700 en taille. On va pouvoir probablement se rendre autour de 2800 qu'on va pouvoir exploiter ici sur nos terres. C'est qu'ici, quand on a trouvé l'érablière, c'est qu'on ne cherchait pas du tout là, une érablière. On cherchait plus un endroit où un chalet, où on pouvait venir se reposer, faire du VTT. Puis c'était vraiment des terres comme ça qu'on cherchait.
Pour partir, la principale difficulté, c'était le manque de connaissances. Nous autres, on n'est pas dans des familles d'acériculteurs, ça fait qu'on ne connaissait absolument rien. Ça fait que c'est pour ça que j'ai fait le choix de partir à Saint-Anselme, dans Bellechasse, pour aller faire ma formation comme productrice acéricole. C'est vraiment ce qui nous permettait de pouvoir démarrer l'érablière, puis avoir les connaissances aussi pour le faire. Nous, c'est sûr qu'on fonctionne avec une station de pompage. On est sur vacuum. Ensuite, c'est ça, l'érablière, elle compte autour de 12 hectares. Probablement qu'on va pouvoir se rendre autour de 16 hectares. Ensuite, on a une cabane toute neuve qu'on a bâtie cet été pour accueillir notre évaporateur. Puis on a l'ancien bâtiment qui sert dans le fond pour notre boutique de produits d'érable. Puis éventuellement, on aimerait qu'il serve aussi pour les repas cabane à sucre. La panne, la première au fond, c'est que dans le fond, la sève va arriver, elle va être beaucoup moins sucrée. Plus qu'elle va avancer, bien là, plus que la sève va être sucrée. Okay. Quand elle va arriver ici en avant, bien là, c'est ça, la sève, quand elle va être prête, le couleur automatique va se déclencher. Normalement, il faut attendre que ça soit entre 66,2 à 66,6, qui est vraiment l'idéal pour une bonne conservation du sirop d'érable. Ensuite, bien, il va être mis en canne, en cruche, en conserve. C'est vraiment là, ce qu'on va faire avec le sirop d'érable. Ici, on vend tous nos produits au détail. On n'a pas le contingent pour en vendre à l'extérieur, mais tout est vendu au détail là, ici à la cabane. C'est l'ancienne façon, dans le fond, nous on est un petit peu encore à l'ancienne. La plupart maintenant vont avoir la presse à sirop ou encore une presse à sirop avec vacuum. Mais nous autres, on a encore le bonnet sous la tuque, ça qui va filtrer le sirop à la sortie de l'évaporateur. Puis c'est ça, moi j'en ai deux. C'est sûr qu'avec tout près de 2000 en taille, un c'est... faut que tu en laves là, du bonnet. Fait qu'on en a deux. Fait qu'on met nos petits bonnets, puis après ça, on les change. Plusieurs fois par jour, on les lave au filtre. Mais c'est vraiment une façon là, très bonne de filtrer encore le sirop, mais peut-être moins utilisée là, à cause de la rapidité. On a les produits traditionnels qui sont 100% purs. On va avoir la tire, le beurre, le sirop d'érable, le sucre d'érable granulé. On fait les bonbons, les cornets de sucre de tire. Mais on a aussi développé une petite gamme de produits transformés qui va être la gelée à l'érable. On a le caramel à l'érable qui est vraiment exceptionnel, il est super bon. Ensuite, on a le bleuet à l'érable. Puis on a aussi la pomme à l'érable qu'on fait. Mais non, ici dans Charlevoix, je pense que les gens étaient contents d'accueillir un marché de l'érable qui est quand même pas abondant là, dans Charlevoix. Je suis vraiment comme tout seul au milieu d'une forêt avec un érablière. C'est privilégié. Oui, un petit peu, c'est ça, parce qu'il y a quand même 2500, même 3000, c'est quand même une bonne production. C'est quand même de quoi d'intéressant. C'est un petit trésor ici, là. Ben moi, c'est ça que, pour moi, oui. Là, quand je l'ai découvert, moi, j'étais vraiment tombée en amour là, avec l'érablière. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est difficile? C'est sûr qu'au début, oui, c'est assez compliqué. Ça prend vraiment, ça prend de l'information. Il faut aller chercher l'information. On a les CLD, on a les SADC qui peuvent nous aider. Puis, il faut vraiment aller chercher là, tout ce qui est dans notre milieu là, qui peut nous aider à partir d'une entreprise. Parce qu'en agriculture, je pense qu'on fait partie quand même des producteurs qui travaillent le plus. Nous autres, on compte plus nos heures en acériculture, en agriculture. Fait qu'il faut, on est pratiquement toujours disponible ça pour être là. Comme nous autres, le printemps, quand ça coule, il faut être là. Puis c'est que non, c'est pas un milieu qui est facile. C'est pas un milieu où on se met riche, là, je pense pas. C'est vraiment, faut aimer ce qu'on fait. Si on n'est pas des passionnés, c'est sûr que c'est ça, c'est pas notre milieu. Il faut avoir le bec sucré. Oui, aussi en acériculture. L'équipe de la Direction régionale de la capitale nationale du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, fière accompagnatrice de la relève agricole dans la région. C'est ça, quand j'étais plus jeune, j'ai grandi dans le monde de la sériculture. À tous les printemps, c'est comme les valeurs familiales, les valeurs d'entrepreneuriat, je dirais, que mes parents m'ont inculquées dès que j'étais jeune. J'ai tout le temps vu mon père, ma mère travailler là-dedans. Aussi, mon père était dans les équipements d'érablière. Là, il était avec les équipements... présentement, il est avec les équipements Lapierre, mais avant, il était aussi avec Waterloo Small. Je dirais que c'est un tout, c'est quelque chose, le désir d'avoir un érablière puis d'inculquer ça aussi à mes enfants, c'est quelque chose que je voulais passer. Plus difficile, bien c'est sûr que moi,
il faut beaucoup que j'apprenne. OK. Mais j'ai été chercher j'ai des gens autour de moi, je suis bien entourée. J'ai le club acéricole, donc il y a des conférences qui se donnent là-dessus, fait que j'apprends beaucoup. Qu'est-ce qui est difficile? C'est sûr que de garder tous les cordeaux tout bien serré, puis tout nivelé, que ce soit parfait, là, tout partout. Il y a des papiers, il y a la tubulure, tu sais, à quelque part. Comment trouver sa place à travers ça? Parce que c'est une transmission d'entreprise, mais il faut aussi que je trouve ma place à moi, Karine Douville. Tu sais, je serai jamais aucun, je serai jamais mon père, je serai jamais Justine Denis, Hélène Simard. Fait que c'est ma place à moi qu'il faut que je trouve, puis on travaille là-dessus. Mes forces, peut-être, je dirais la gestion. J'aime ça, les défis, à reprendre. J'ai acheté aussi une entreprise là, de Sylvain et Matt, une nouvelle érablière de 7000 en taille, plus ou moins. Puis, c'est ça. J'aime les défis. Je suis capable de monter des projets. Je suis capable de les mener à terme. Ça, c'est deux machines dans une. On a pris 2 machines Ceprotec. Il y a 2 pompes à piston qui créent la pression pour les membranes. On a fait une machine avec les 2 machines. Ça concentre 2000 gallons d'eau d'érable à l'heure qu'on passe avec cette machine-là. Ici, on a les poteaux. Les poteaux, c'est les membranes. Ça, les membranes, c'est qui sépare l'eau d'érable, le sucre de l'eau d'érable. Il y a 6 poteaux ici. Plus qu'on a de poteaux, plus qu'on peut monter le taux de sucre pour rentrer dans l'évaporateur plus haut. L'eau d'érable, présentement, on est en début de saison, elle rentre à 1 Brix. Puis tout à l'heure qu'on a fini de concentrer, elle était à 16 Brix. En début de saison, il ne faut pas monter trop haut parce que ça peut actuer les mauvais goûts dans le sirop d'érable si on concentre l'eau d'érable trop fort. Fait que là, on l'a arrêté à 7 Brix. Quand elle sort d'ici, elle est prête à rentrer dans l'évaporateur. Bien, comment qu'on s'en sort? On fait tout notre possible. Je sais qu'avec les années, bien, on vient avoir une moyenne, mais chaque année est différente. Comme l'année dernière, là, il y a eu des grands rendements partout au Québec. Cette année, bien, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais les calendriers à Richer, les dernières 20 ans, le plus tard que ça a commencé, je crois, c'était en mars. Donc, c'est une surprise. Puis même, j'en ai un qui a commencé à bouillir le 4 avril, là. Fait que là, on est quand même 2 jours avant, parce qu'on est aujourd'hui le 2 avril. Mais c'est ça, on ne sait pas qu'est-ce qui... On est complètement dépendant de la nature, puis il faut l'accepter. Quand on embarque là-dedans, il faut qu'on accepte ça. Puis, de toute façon, il y a de l'aide aussi qui nous est offerte là, au niveau du financement qui nous aide là, à continuer. Donc, moi, je suis plus ou moins inquiète, mais on sait tout. Je vous dis que chez nous, on est préparé pour que ça coule. Notre vacuum, il était au moins quasiment 25 quand on a starté les pompes. Là. Je veux dire, les érables, ils ont été vraiment dorlotés. Ils sont désinfectés. Ah, oui. Nous autres, notre équipe, on a fini le 9 février à tailler nos 67 000 en taille. Vous étiez prêts, là? On était prêts. Ça coule en début mars, comme l'année passée. Ouais. Mais c'est pas ça qui s'est passé, mais quand même, on était prêts. Ici, là, j'ai un bassin là, qui se vide. Là. J'ai une tank là, dans la cabane. J'en ai une autre en arrière au cas qu'il y ait trop d'eau. Mais j'ai 14 000 en taille qui se déversent ici à la cabane. Puis après, je la concentre. À 80, je dirais, à 18 ou 20 Brix. Puis il reste 10 de l'eau de concentré qui s'en va à cabane chez mon père, parce que c'est juste un lieu de bouillage pour toutes nos érablières. Donc, c'est ça. Fait qu'on jette 90 de l'eau à terre. Fait que au lieu de faire 10 voyages, on en fait peut-être 1 par jour. Fait que c'est ça la grande avantage. L'eau d'érable, le matin, elle rentre à 1 degré Brix.
Et pour savoir la machine, combien qu'elle va monter en briques, l'eau d'érable, c'est un réflectomètre. On met une petite goutte d'eau d'érable ici, là-dessus, puis on regarde dedans, puis ça nous dit le brix de la machine, de l'eau d'érable, comment il est rendu. On le sait avec ça. Okay. Ça va vite. Surtout les chalumeaux. Les chalumeaux, c'est comme une maladie. C'est comme, ah, tel chalumeau, c'est le meilleur, ou bien tel chalumeau, hey, lui, il sort de là, puis si, ah là, moi, je deviens sans connaissance, parce que on vient qu'on ne sait plus qu'est-ce qui fonctionne ou pas. Il y a les chalumeaux jetables qui apportent une certaine, je dirais, un certain défaut. Les chalumeaux permanents, c'est la même chose, parce que en tout cas, peu importe. Puis là, tout le monde a leurs idées, puis là, on vient tout mêler. Fait que c'est pour ça que je suis dans le club acéricole, pour essayer de m'informer le plus possible. Mais moi, je vais avec, tu sais, la compagnie qui m'aide le plus, là, c'est les équipements Lapierre. Fait que nous autres, on ajoute du Lapierre. Ça fonctionne, on a un bon rendement. C'est bien correct. Puis c'est correct. Bien, notre objectif, dans le fond, c'est augmenter la qualité et la quantité de sirop d'érable. Donc, on a deux objectifs principaux. On travaille beaucoup sur la qualité, parce que ce qu'on veut faire, c'est produire un sirop de qualité, de bon goût. Et puis, on va travailler aussi au niveau de la quantité. Parce qu'évidemment, au niveau de nos rendements, c'est important d'avoir une bonne quantité de sirop d'érable. Donc, c'est les deux objectifs principaux qu'on a. Et puis, en travaillant avec ça, on a à peu près une vingtaine de membres dans le club. Okay. Bien, en travaillant avec ces 20 membres-là, on va faire des analyses de groupe. On va afin de déterminer, bon, qu'est-ce qu'on pourrait... pour que chaque producteur soit en mesure de se comparer avec d'autres producteurs et ainsi de suite. On va faire des tests, comme là, présentement, on est dans le bois. On va faire une nouvelle méthode d'entoyage qu'on essaye de faire. Fait que, est-ce que cette méthode d'entoyage-là elle pourrait être productive pour nous? On ne le sait pas. Donc là, ici, on travaille pour quantité de sirop d'érable. D'autres fois, bien, on va aller dans les cabanes à sucre, on va travailler sur les évaporateurs, afin d'avoir un évaporateur qui va être le plus performant possible pour faire en sorte de ne pas caraméliser excessivement les sirops d'érable. Donc, on va travailler au niveau de la qualité du sirop d'érable. Bien là, ce qu'on essaie de faire, c'est que, bon, il y a les gens du centre Assaille, ils ont fait des études, puis ils ont déterminé quand on entoyait, mettons, 3 entailles à la même hauteur, bien, ça produisait environ 1,5 fois que si tu avais mis juste une entaille sur des gros arbres qui ont le droit d'avoir 3 entailles. Nous, ce qu'on a essayé de faire, là, ce qu'on est en train d'essayer de faire présentement, c'est qu'au lieu de les mettre à la même hauteur, on veut maximiser le plus possible la zone d'entaillage. Donc, j'ai un entaille qui est très haut, j'ai un entaille qui est à la hauteur de poitrine environ, puis j'ai un entaille qui est très bas, je la mets juste au-dessus de la neige. Okay. Voir si, de cette façon-là, je vais avoir plus d'eau d'érable qui va couler. Et là, jusqu'à présent, on peut-tu faut faire partie du club, ça. Ah, OK! On peut pas le savoir! On peut pas le savoir, mais je suis très content des résultats que je vois aujourd'hui. Okay. On a 24 heures de coulée et je suis très content de voir ce qui se passe. Puis pour les formations aussi, là, on donne une formation aux employés avant l'entaillage. C'est très important parce que si l'employé n'a pas son bois blanc, il n'a pas 100 de l'entaille. Donc, c'est directement dans le rendement de l'entreprise. S'il entaille dans une vieille entaille ou proche d'une vieille entaille où est-ce qu'il y a une cicatrice, bien, c'est le rendement qui en écope. Donc, ça prend des gens expérimentés qui prennent leur temps, qui analysent le bois, l'écorce, etc. Fait que ça prend du monde minutieux. Puis c'est pour ça qu'on donne une formation pour qu'ils deviennent encore plus minutieux. Ça me prendrait au moins 3,5 livres à l'entaille cette année. Mais je te dirais que je sens pas de sentiment qui me manque. J'ai pas de manquement. Je travaille mes projets. J'évolue là-dedans. J'évolue là-dedans. J'aime ça. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission sur la sériculture. Et sachez que le Québec produit 80 % de la production mondiale de sirop d'érable avec ses 7400 entreprises. Également, je remercie nos 2 invités de cette semaine. Et évidemment, je vous invite à déguster nos produits d'érable du Québec.
Vous désirez démarrer une entreprise? Faire une relève d'entreprise? Consultez le CLD de votre territoire. Vous profiterez d'un accompagnement et d'une aide technique au plan d'affaires, ainsi qu'à la recherche de financement et d'un suivi personnalisé à la réussite de votre croissance.